Bienvenue, chers téléspectateurs de Rwanda TV. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle interview exclusive depuis Kigali Convention Center où se tient actuellement le 27e sommet de l'Union africaine. Nous allons maintenant parler économie de l'Afrique avec la bonne personne pour en parler. Il est secrétaire général de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, Carlos Lopez. Bonjour, bienvenue. Merci. Oui, c'est un grand plaisir de vous accueillir. J'espère que vous passez un bon séjour à Kigali. Ah ouais, c'est toujours un plaisir de venir à Kigali et je pense que le sommet se déroule très bien. D'accord. Alors, parlons de cette économie africaine. Je pense que vous êtes la bonne personne pour nous faire un bon bilan. Nous savons un peu que nous avons certains hauts comme la fraîcheur du Made in Rwanda, comme les matières premières, comme un grand marché. Mais nous avons aussi nos bas, comme la corruption ou le manque d'industrialisation, ainsi de suite. Quel est actuellement l'état de l'économie africaine? Alors, c'est vrai que depuis 2 ans, nous avons des difficultés qui sont liées au fait que la conjoncture internationale n'est pas favorable. Nous avons une demande des matières premières qui est en diminution parce qu'un certain nombre de pays avec lesquels on a un partenariat commercial important comme la Chine sont en train de réduire un peu leur rythme de croissance. Nous avons bien sûr le problème des prix, notamment du prix du pétrole et d'autres matières premières qui suivent un peu le cours du pétrole, qui sont en diminution, donc ça nous pose des problèmes aussi de revenus, notamment pour les pays qui sont très dépendants de leurs exportations pour des revenus publics. Et nous avons bien sûr une recrudescence des conflits qui n'aident pas à l'image de l'Afrique et qui contribuent avec les 2 autres facteurs à diminuer l'appétit pour le risque et donc l'investissement, donc l'arrivée de ressources additionnelles pour le développement. Mais cela dit, il y a quand même des facteurs positifs comme le fait que nous avons une augmentation des recettes en provenance de remesses de migrants et qui sont devenus vraiment une donnée macroéconomique parce que maintenant, ça représente presque un tiers plus que l'assistance au développement traditionnelle. Nous avons aussi démontré avec les pays qui ne sont pas exportateurs de matières premières importantes une certaine résilience, une certaine capacité à absorber les chocs de l'économie internationale. Donc nous avons un niveau de croissance qui reste plus important que la moyenne globale. Donc tout n'est pas mauvais, mais bien sûr on souffre comme tout le monde d'une économie qui pâtit un peu au niveau mondial. D'accord. Actuellement, quand on parle d'économie africaine, il y a le sujet qui est aussi au cœur de ce sommet, qui est l'intégration régionale. Est-ce que vous pensez que ce serait un plus, un réel plus pour l'Afrique? Il n'y a aucun doute. Les Africains l'ont découvert depuis longtemps. Donc, quand on a créé l'OUA en 1963, c'était déjà, disons, dans la base de la solidarité panafricaine et le besoin des Africains d'être beaucoup plus intégrés. Mais ceci dit, nous avons pendant longtemps maintenu le débat au niveau politique. Tandis que maintenant, il faut aussi ajouter la dimension technique. Cette dimension technique, on a décidé depuis l'année dernière de travailler dans le détail. Et cette année, on a lancé l'indice d'intégration régionale qui est fait par la Commission économique pour l'Afrique avec la BAD et avec l'Union africaine. Cet indice, avec 30 éléments de comparaison, nous permet de voir le progrès exact dans différents domaines de l'intégration. Par exemple, la mobilité des gens, par exemple, l'harmonisation des douanes. Donc des choses qui vont vraiment faire la différence plutôt que des grandes proclamations politiques. Et donc nous sommes en train de voir qu'il y a du progrès, mais pas à la vitesse nécessaire pour la transformation que nous devons avoir. D'autant plus que nous attendons une zone de libre commerce à l'horizon 2017. Donc on est à une année et quelques de cet horizon et donc nous devons accélérer le rythme. En parlant de ça, justement, il y a le passeport notamment qui est un des outils peut-être qui vont améliorer cette zone de libre-échange. Mais on a aussi certains défis comme le transport entre les pays africains qui est encore pas très accessible pour tout le monde ou la xénophobie, on a vu récemment en Afrique du Sud notamment, où les habitants n'étaient pas d'accord que des étrangers viennent faire du commerce et réussir. Est-ce que ce ne sont pas des défis qui vont un peu être des freins à cette intégration régionale, à ce grand marché africain? J'espère pas, mais il y a ce danger. Mais à mon avis, nous avons de plus en plus de démonstrations que la zone de libre-échange augmenterait considérablement les ressources de l'ensemble des pays membres. Donc nous l'avons vu d'ailleurs dans d'autres régions du monde qui se sont intégrées, comme l'Union européenne.
Donc il n'y a pas de raison pour qu'on soit vraiment dans le pessimisme et que les gens hésitent par rapport aux différentes dimensions, que ce soit la mobilité, que ce soit, disons, le fait que nous devons introduire des dimensions transnationales dans l'infrastructure. Parce que c'est bien d'investir dans l'infrastructure à un niveau national, mais s'il n'y a pas de correspondance avec les pays voisins, on ne peut pas commercer. Par exemple, si on fait un grand barrage, qu'on produit beaucoup d'électricité, mais les lignes de distribution s'arrêtent à la frontière, donc on ne bénéficie pas vraiment de l'investissement qui a été fait, qui doit être au-delà des frontières. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus grande de ce genre de débat. Le NEPAD, qui est une agence maintenant qui s'occupe des projets stratégiques du continent, a identifié 16 projets d'infrastructures qui sont à même de contribuer à modifier le paysage économique du continent. Donc il faut faire confiance que le fait qu'on ait maintenant avancé dans les discussions techniques vont permettre à nos leaders d'avoir des décisions plus précises et, disons, un calendrier d'échéance qui est beaucoup plus focalisé que ce qu'on avait auparavant. D'accord. Parlons de l'industrialisation en Afrique actuellement. Est-ce qu'on peut dire que ça avance? Parce qu'on sait qu'on est à un niveau un peu bas, mais est-ce qu'on peut dire que ça avance ou que ça va avancer? Quels sont les points forts que nous avons pour voir l'industrialisation avancer en Afrique? Nous avançons. Alors, il y a 10 ans, on a exporté à peu près 500 millions de dollars de produits manufacturés. Actuellement, l'ensemble du continent a dépassé de loin cette marque. Et donc, je pense que nous avançons bien dans l'industrialisation et nous avons le potentiel d'arriver même à 1 trillion de dollars d'exportation manufacturée à l'horizon 2025 si on continue à progresser de la même façon. Donc je pense que la raison pour laquelle les gens, quelquefois, ont des visions pessimistes ou hésitantes par rapport au progrès déjà mené, c'est parce que nous avons une croissance démographique tellement grande que le nombre de pauvres qui sont absorbés par cette nouvelle économie est relativement petit. C'est-à-dire qu'on absorbe beaucoup de gens dans le marché du travail, mais il y a beaucoup d'entrants qui sont toujours là à la recherche. Et donc, il va falloir accélérer le rythme. L'Afrique ne peut pas vraiment se contenter d'une croissance à 4, quelque chose. Elle doit faire plus de 7 pour pouvoir absorber sa croissance démographique. D'accord. Voilà, ça se comprend. En parlant de démographie, justement, il y a la migration qui est un des sujets brûlants actuellement, la migration des Africains qui vont vers l'Occident. Est-ce que vous pensez que ça a un impact direct sur l'économie africaine? Est-ce que ça a un impact négatif, positif? Quel est l'état? Bon, disons que, à mon avis, on a beaucoup d'exagération sur, disons, la dimension de la migration africaine. Elle est très visible, peut-être parce que les Africains sont associés, disons, à un certain type de phénotype. Donc les gens disent, bon, s'il y a des Noirs, effectivement, c'est une invasion. Mais vraiment, sur les 250 millions de personnes qui habitent en dehors de leur pays d'origine, il y a seulement 8,5% qui sont africains. Et de ces 8,5%, la plupart émigrent vers d'autres pays africains, pas en dehors du continent. Donc on parle vraiment de chiffres relativement petits. Il y a plus de Chinois, par exemple, que d'Africains migrants, mais les Chinois ne restent pas dans leur sous-région, ils vont dans les États-Unis, etc., en Europe. Donc il faut s'inquiéter, si c'est pour le chiffre, beaucoup plus de l'invasion, entre guillemets, chinoise que de l'invasion africaine. Mais pour une certaine raison, on a l'impression que vraiment ça pose problème. Et bien sûr, je ne veux pas négliger la dimension humanitaire. Ceux qui périssent dans le désert ou dans la mer sont les voix désespérées, disons, d'une jeunesse qui vraiment veut avoir l'ambition de meilleures conditions de vie. Mais encore une fois, ces chiffres sont relativement petits par rapport à l'Afrique. Donc une personne sur 10 qui traverse la Méditerranée est africaine. Donc juste pour donner une dimension aussi. Donc nous avons vraiment beaucoup de perceptions erronées qu'il faut d'abord corriger. Et quand on les corrige, on commence à voir par exemple que derrière l'apparence, 35% des Africains qui émigrent sont hautement qualifiés. Donc ça, c'est vraiment par rapport à notre force de travail, où nous avons seulement 3% de hautement qualifiés. Vous voyez la disproportion. Donc on perd plutôt des talents
avec la migration, c'est les autres qui gagnent. Donc voilà, ça explique un peu le besoin de faire la part des choses et de pouvoir avoir des politiques qui soient beaucoup plus appropriées. Et on ne peut pas les avoir si on n'a pas la bonne connaissance. D'accord, on parle de l'apport de ces Africains de la diaspora en Afrique, qui est plutôt pas minime, qui est très considérable d'ailleurs pour les économies locales. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Par exemple, juste pour donner des éléments de comparaison, les gens discutent beaucoup l'aide au développement. L'aide au développement, jusqu'à il y a 2 ans, c'était à peu près 50 milliards de dollars par an dans l'ensemble du continent. Maintenant, avec les difficultés des pays donateurs, peut-être un peu moins. On n'a pas les chiffres les plus récents. Mais par contre, nous avons les chiffres pour les remesses des migrants. Les remesses des migrants sont en train de monter, même de grimper considérablement. Et donc, elles sont déjà à 71 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment beaucoup plus. Oh, beaucoup plus. Beaucoup Oui. plus. Donc, peut-être qu'on va arriver au double. Donc, c'est considérable. D'accord. L'Union africaine a à son agenda de 2063 d'avoir une certaine économie, plutôt autonomie financière. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif, disons, atteignable dans les 10 ans, dans les 20, vu la situation actuelle? Du point de vue technique, c'est très facile. On peut même obtenir les financements nécessaires pour l'Union africaine sans peser sur, disons, les trésoreries nationales, disons, les réserves des pays. Donc on n'a pas besoin de ça. Parce qu'il suffit d'avoir des mécanismes innovants pour pouvoir financer l'Union africaine. Un mécanisme de ce genre pourrait être une petite taxe de 0,00 quelque chose sur les transactions de téléphonie mobile. Donc c'est suffisant pour payer l'Union africaine et c'est très bien distribué parce que en fonction du nombre de personnes utilisateurs, nous allons avoir vraiment une proportion entre les plus riches et les plus pauvres dans l'ensemble du continent. Nous pouvons aussi ajouter une taxe sur les billets d'avion, nous pouvons faire une taxe de tourisme et nous pouvons laisser au pays le choix de ce qui est, disons, la contribution la plus facile pour leur structure économique. Par exemple, si un pays dépend beaucoup du tourisme, il ne veut pas donner une taxe de tourisme parce que ça peut avoir des effets négatifs, donc il peut choisir quelque chose d'autre. Mais quand on a un menu d'options et on sait que chaque pays va contribuer en fonction de la dimension de son économie, donc on a respecté et la solidarité et la flexibilité nécessaire pour que les pays puissent vraiment trouver le moyen d'apporter leur contribution. Mais je ne pense pas que c'est un problème technique. Techniquement, c'est très facile à mettre en place. C'est plutôt la décision politique qui fera la différence. D'accord. Nous avons vu récemment la Tanzanie, par exemple, dire non à certains points à l'Union africaine ou l'Angleterre, si on parle de l'euro, quitter cette zone. Est-ce que constituer l'Afrique comme un bloc commercial, si certains peuvent se retirer à un certain moment, ça ne fragiliserait pas un peu cette économie africaine? Il n'y a pas d'acteur économique important en Grande-Bretagne qui a fait la démonstration que la sortie, le Brexit de la Grande-Bretagne par rapport à l'Union européenne allait aider l'économie. Donc ça n'a pas été démontré. Enfin, ce qui a vraiment prévalu, c'était une vision un peu, disons, de peur à cause justement de la libre circulation de personnes. Donc jusqu'à maintenant, même ceux qui défendent le Brexit disent nous voulons toujours avoir accès au marché unique. Mais ils disent mais par contre nous ne voulons pas avoir la libre circulation des gens. Donc vous voyez, il faut faire la part des choses. Donc le marché unique, dans n'importe quelle région qu'il a établi, a toujours aidé les économies des pays membres. Et donc ce sera de même en Afrique. Donc on ne devrait pas avoir peur de ça. D'accord. Pour finir, est-ce que pour les gens qui nous suivent, pour l'Africain lambda, disons, il y a des attentes positives ou des avancées sur lesquelles on peut compter d'ici la fin de ce sommet? Je pense que des sommets comme celui-ci, normalement, ont un canevas de résolutions importants à approuver et ce n'est pas différent. Mais dans ce sommet, nous avons aussi la discussion sur quel leadership pour l'Afrique de demain, quelle façon de financer notre institution continentale pour qu'elle puisse être solide
Et donc je pense que ce sont ces résultats que les gens vont évaluer en premier. Mais bien sûr, il y a beaucoup de travail technique derrière qui est aussi important. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci à vous tous qui nous suiviez. Je suis David Carmen Ingabile. C'était un grand plaisir d'être avec vous pour cette interview exclusive. Restez branchés sur Rwanda TV. Au plaisir de vous retrouver.